actuellement, vous avez 56 ethnies qui sont en Chine, dont une principale, les Han, qui représentent 93% de la population. Ça veut dire que les 7% restants sont 55 ethnies minoritaires, dont 3 très grandes et qui ont, je dirais, une histoire, une identité culturelle très forte, qu'ils ont beaucoup de mal à absorber, qui ont été des peuples colonisés au XXe siècle, qui sont les Mongols de Mongolie intérieure, les Ouïghours du nord, et puis les Tibétains à l'ouest. Donc là, avec effectivement ces 3 ethnies, à elles seules, ces 3 ethnies représentent presque 50% du territoire chinois. Donc et alors que ça représente que quelques dizaines de millions d'habitants. Vous avez peut-être 20 millions de Ouïghours, de Mongols et de Tibétains, et 50% du territoire chinois actuel. Donc on voit pourquoi, et ça rejoint tout à fait ce que vient de dire Jean-Luc Domenach, c'est un énorme problème. C'est que si la Chine laisse filer on va dire, rendre un processus de décolonisation et accepte que ces peuples-là, finalement, ce qu'ils souhaitent ardemment, retrouvent leur indépendance, faites un référendum d'autodétermination dans ces 3 lieux, et c'est 95% ou 99% de on veut se séparer de la Chine, à ce moment-là, ils vont perdre 50% de leur territoire. Le pétrole des Ouïghours, les minéraux très importants, vous avez des ressources, les principales ressources mondiales d'uranium qui sont au Tibet, du lithium, du cobalt, du fer, de l'or, vous avez les grandes ressources hydrauliques sont également au Tibet, les 10 plus grands fleuves d'Asie quasiment prennent leurs sources au Tibet. Donc pour eux, abandonner ces territoires, c'est impensable sur le plan politique, stratégique et économique. Et pourtant, ces peuples-là ne veulent pas rester dans cet empire chinois. Donc, est-ce qu'il va se passer, c'est la grande question, est-ce qu'il va se passer un processus à la soviétique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un éclatement de l'empire, et puis les Chinois Han vont créer un pays qui sera moitié plus petit, ou est-ce que c'est impensable, et que même s'il y a une démocratisation relative, parce que je ne sais pas s'il y aura un jour une vraie démocratie à l'occidental en Chine, je crois que c'est un pays comme la Russie qui a besoin d'un certain pouvoir autoritaire qu'il a plus ou moins toujours connu dans l'histoire, donc on ne sait pas, mais même s'il y a une démocratisation relative, je crois qu'actuellement les Chinois, même les plus ouverts, ne veulent pas lâcher, pour toutes ces raisons-là, ces pays qu'ils ont conquis. Donc c'est pas sûr du tout qu'on arrive effectivement à un éclatement à la soviétique, puisque les enjeux sont quand même beaucoup plus importants. La Russie, à elle toute seule, pouvait parfaitement répondre à toutes ses ressources, ses besoins en ressources naturelles, ce qui n'est pas peut-être le cas de la Chine sans ces territoires-là. On va venir au scénario possible, mais j'aimerais bien encore qu'on retrace, qu'on remette un peu le fil dans le bon ordre. Est-ce que la vision des Chinois sur le Tibet a évolué, y compris ces dernières années? Vous avez vécu plusieurs années en Chine, tout récemment, Jean-Luc Domenach. D'abord, il faut rappeler que ça a été quelque chose d'épouvantable. Ça a été quelque chose comme le XXe siècle, il en a vu, a peu vu. Les Chinois ont approché la réussite d'un ethnocide, du crime quasi parfait. Je veux dire, je crois ne pas trop me tromper, si je disais qu'en 1976, il restait moins de 10 temples tibétains debout. Plusieurs milliers avaient été détruits pendant la révolution culturelle. Par ailleurs, les Chinois, c'était pour tuer le maximum de gens, sans en même temps porter le fer, s'étaient contentés de déporter beaucoup de Tibétains dans des zones tropicales, dans lesquelles ils mouraient vite de virus qu'ils ne connaissaient pas, etc. Ça a été quelque chose, disons, entre le milieu des années 50, parce qu'en fait, ça avait commencé avant 59, le milieu des années 50 et le milieu des années 70, ça a été quelque chose d'épouvantable. Donc, quand même, on tient difficilement le coup dans une telle horreur, y compris pour les gens qui réalisent l'horreur. L'homme n'est pas fait pour massacrer. C'est quelque chose, ça sont des choses qui ne durent pas. Mais ensuite, disons, les Chinois n'ont jamais été capables de regarder les Tibétains comme un autre respectable. Alors quand même, les 10 années, pour être honnête, disons, ont apporté un changement, à 10, 15, 20%. Je ne sais pas quelle est l'ampleur de ce changement. Il y a ce que j'appellerais la nuance économique, qui tend à devenir une grosse nuance, et il y a la nuance touristique. Alors la nuance économique, ça veut dire, ces gens-là sont des barbares, sont des ploucs, mais en gros, il y a du blé à faire, il y a de l'argent à faire. Et c'est aussi peu noble comme expression que ça. Il faut y aller, et en plus ça va faire un exutoire de main-d'œuvre, un nouveau Far West, donc allons-y. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça, c'est un des Tibets possibles de l'avenir, si l'horreur l'emporte. Ça serait le Tibet transformé en Far West à 400 000 mètres d'altitude. Et déjà largement sinisé comme il l'est d'année en année. Mais plus encore que sinisé, déchiré par les
tracteurs, par les machines, par les autoroutes, par les belvédères pour touristes, etc., etc. Il y a vraiment, je dis qu'il y a une cause pour l'UNESCO, enfin, il y a une grande cause mondiale, et je crois que d'ailleurs que l'UNESCO ne fait plus son travail et qu'il faut réfléchir. Et alors, pour le coup, ça, c'est un droit sans frontières, ça, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et puis, il y a une deuxième chose qui peut bien tourner finalement, et qu'il ne faut pas regarder comme simplement une ignominie ou un ridicule. Le tourisme. Le tourisme, bon, c'est un petit côté consommation, les cartes postales, les Tibétains sont bizarres, allons faire des photos, ces gens-là sentent mauvais ils ne se lavent pas, allons sentir, etc., etc. Il y a ça, disons. En même temps, il est toujours possible de transformer, on voit bien dans l'évolution du tourisme, de faire d'un tourisme de consommation assez ignoble et rigolard, il est toujours possible d'en faire quelque chose d'un peu mieux. Et mes informations étaient qu'un petit nombre de jeunes Chinois allaient faire du trekking intelligemment au Tibet, etc., etc. Je ne sais pas comment vont évoluer ces deux nuances qui pour l'instant restent secondaires à côté, disons, de l'autoritarisme colonial, mais il faut les reconnaître pour pouvoir éventuellement compter avec, voire même les combattre.